Bonsoir Paris. Bonjour Keto. Yeah. Je me nomme Merlin. S'amuser avec son cerveau, ça peut être très dangereux. Je suis bien d'accord avec vous. Mais qui êtes-vous donc? Je me nomme Merlin. S'amuser avec son cerveau, ça peut être très dangereux. Non, je discutais avec l'ordinateur. Vous l'avez voulu, vous avez voté, vous l'avez demandé, et donc elle est là. La critique du dernier livre de Ulrich Henely de Eat Fat to Be Fit, c'est Bonjour Keto. Alors le but, comme dans tous mes autres Keto Book Club, n'est ni d'encenser ni d'enfoncer qui que ce soit. Le but est de voir ce qu'il y a à prendre dans un livre et ce qu'il y a à laisser s'il y en a. Mon avis sur ce livre vaut ce qu'il vaut, vous n'êtes pas obligé de le partager, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec tout, et je vous invite bien sûr, si vous avez déjà lu ce livre, à donner aussi votre avis. Moi, le Keto Book Club, c'est une rubrique que j'aime beaucoup. Si vous aimez cette rubrique et que vous voulez me suggérer des livres, vous pouvez le faire. Je mets toujours des petits sondages avec des propositions et vous pouvez voter. C'est comme ça que vous avez voté pour celui-là plutôt que pour un autre. Et si vous avez très envie que je commente un livre et que je n'ai jamais commenté jusqu'à présent, vous pouvez aussi me l'envoyer, parce que les livres coûtent relativement cher. Ça peut être une manière de contribuer activement à cette rubrique. Je vous mets ma nouvelle adresse dans la barre de description. Alors vous savez sûrement que le premier livre de Ulrich Henely a été publié aux éditions Thierry Soucard et qu'ils n'y sont plus, et on comprend pourquoi, hein, quand on voit ce que fait Soucard aujourd'hui. D'abord le titre, c'est un titre qu'au début j'ai pas aimé, parce que Bonjour Keto, immédiatement dans ma tête ça a sonné comme Bonsoir Paris. Et donc à chaque fois que je regardais la couverture, je pensais Bonjour Keto. Yeah. Je me suis dit que Bonjour Keto, c'est pas un titre que moi j'aurais choisi, mais c'est pas un titre qui est mauvais non plus. Déjà, premièrement, ça n'est pas pédant. Ça n'est pas ce côté pompeux de le grand livre de l'alimentation cétogène, la bible de l'alimentation cétogène. Et c'est vrai que dans Bonjour Keto, il y a un peu l'idée de rencontrer, découvrir, embrasser un espèce de nouveau mode de vie. Puis c'est un titre qui leur a permis d'éviter le mot régime qui aujourd'hui fait grincer les gens des dents. Moi, si vous voulez, ça me dérange pas le mot régime, parce que à partir du moment où on fait des choix dans une alimentation et qu'on écarte des aliments, c'est un régime, c'est une diète. De la même façon qu'il existe une diète occidentale, il existe une diète cétogène, il existe un régime occidental, il existe un régime cétogène. Ça ne me gêne pas, mais je sais qu'il y a des gens que ça gêne. La couverture, bon, j'en suis pas très fan, parce que vous voyez, muffins, pain, fromage, voilà, bon, ça me saoule un petit peu. Quatrième de couverture, qu'est-ce qu'on voit tout de suite? Du pain, des arancini, enfin moi j'avais cru que c'était des beignets mais des arancini, un couscous, une tarte, un gâteau. Donc sur 6 images, il y en a 4 qui sont des trucs qui ressemblent à de la diète occidentale, donc forcément moi je trouve pas ça hyper représentatif. Donc je vous propose de liker cette vidéo, vous abonner à ma chaîne et d'aller plus en profondeur dans la structure du livre. La première qui est la partie explication, vous avez une deuxième partie mise en pratique, explication sur les ingrédients, qu'est-ce qu'on achète, comment on cuisine, et les menus, les 4 semaines de menus. Et puis la dernière partie qui fait un peu plus de 50% du volume, qui est la partie recettes. Globalement, c'est un livre qui est très agréable à lire, c'est du beau papier, une belle impression, une très belle mise en page, beaucoup de photos qui sont très belles et très bien faites. En tout cas, la lecture est facilitée par le fait que c'est très bien fait, très joli, très agréable à lire. Dans la partie explication, il y a beaucoup de choses que j'ai aimées. Déjà, il y a quelque chose qui m'a plu, il y a une petite introduction où je pense, sans vouloir m'enorgueillir d'avoir une quelconque réputation ou quoi que ce soit, ou peut-être que c'est inconscient, mais je pense qu'il y a un petit clin d'œil. Parce que l'introduction parle de régime occidental et régime cétogène, et ça c'est vraiment un concept qu'on a introduit, Nora et moi, dans notre livre. On voulait vraiment arrêter de stigmatiser le régime cétogène en disant c'est un régime, c'est restrictif. On voulait vraiment faire comprendre aux gens qu'en fait tout le monde a une diète. Et la diète occidentale, c'est aussi une diète. Donc je pense que c'était un petit clin d'œil dans l'intro. Peut-être que Ulrich et Henely ont lu Révolution cétogène, et si c'est le cas, merci à eux. Vraiment au démarrage, il y a une partie que j'ai adorée sur d'où venons-nous, je crois que ça s'appelle, et où on vous explique l'ère pré-agricole, l'ère agricole et l'ère du consommateur. Et je trouve que c'est très clair, très bien fait, très intelligent. Dans cette petite introduction, ils ont repris leur fameux concept qu'ils avaient dans le premier livre pour expliquer les macronutriments, en expliquant que la protéine c'est une cible qu'il faut atteindre, que les glucides c'est une limite qu'il ne faut pas dépasser, et que les lipides c'est un levier qu'on va actionner en fonction des situations. Alors que le concept, je le trouve intéressant,
C'est un des points forts d'Ulrich et Nelly dans leurs livres. Ils ont des façons d'expliquer qui sont pas trop complexes, pas trop alambiquées, assez imagées, avec des espèces de concepts qui vous permettent de reprendre, avec des pages d'explication qui sont pas trop longues. Ça, ils savent bien le faire. Donc par exemple, il y avait un truc, 4 choses à savoir sur le régime cétogène. Voilà, c'était intéressant. Maintenant, il y a un petit truc que j'ai pas aimé, c'est qu'ils ont essayé justement, dans cette volonté d'être plus clair et d'être un peu punchline, de mettre en opposition ce qu'ils ont appelé être glucose et être cétose. Et ça me gêne parce que ça ne veut rien dire. Être glucose, ça ne veut rien dire. Et être cétose, ça ne veut pas dire grand chose non plus. On comprend ce qu'ils ont voulu faire, mais après, si les gens veulent reprendre ce concept pour expliquer des choses à leur entourage, etc., on n'a pas de crédibilité quand on dit être glucose ou être cétose. Ça fait un peu déficience mentale, vous voyez. Donc je comprends ce qu'ils ont voulu faire, mais je trouve que c'est dommage. Comme toujours, ils insistent fortement, et ils ont raison, sur le fait que c'est idiot de réfléchir avec les calories, et ils vous expliquent vraiment pourquoi. Et il y a une argumentation assez solide derrière, sur le plan métabolique, sur le plan des hormones, sur plein de choses, et je trouve que c'est bien. Il y a des pages qui sont vraiment de bonne qualité. Il y en a une aussi que j'ai bien aimée, qui s'appelle 10 mythes sur l'alimentation cétogène, que j'ai trouvé intéressante et bien expliquée, parce que beaucoup de gens, et moi je le vois en coaching, beaucoup de gens se retrouvent confrontés à leur entourage qui leur fait des remarques et qui essayent de démonter ce qu'ils font et de saper un petit peu ce qu'ils essayent de construire, et c'est bien d'avoir des arguments pour répondre. C'est ce que j'essaye de faire, si vous voulez, avec les vidéos critiques, les vidéos réactions de Jean-Michel Cohen par exemple, où j'essaye de vous donner des arguments, et en fait là il vous en donne également, et je trouve que c'est très bien. Il y a une partie sur comment les régimes hypocaloriques ont une influence néfaste sur vos hormones. Il y a un sur le cholestérol que j'ai trouvé très intéressant, avec les citations qu'il faut, les études qu'il faut. Ça c'est imparable, c'est très bien fait. Alors la partie hormones est vraiment très bien faite. On comprend bien l'insuline, le cortisol, le glucagon, la leptine, enfin c'est très bien expliqué. Donc vraiment c'est une partie qui est bien dosée, parce que pas trop longue, pas trop courte, intéressante, bien faite, et ils ont l'art de cadrer les choses, de faire des zooms à un endroit, des trucs pour que ça soit facile à lire et qu'on se dise pas oh putain il y a tout ça à s'avaler. Alors le point négatif majeur que je soulignerais, c'est que en fait dans cette partie on vous dit de ne pas vous encombrer d'un lecteur de glycémie. Leur argument, si vous voulez, c'est de dire on n'en a pas besoin pour perdre du poids ou pour suivre un mode de vie cétogène. Déjà, suivre un mode de vie cétogène, personne ne fait une diète cétogène sans raison. Personne. Les gens ne s'amusent pas à se priver de glace, de pain, de pâtes et de tout ce qui est bon, juste pour avoir un mode de vie cétogène. Les gens le font toujours pour une bonne raison. On le fait parce que on manque d'énergie, parce qu'on a de l'inflammation, parce qu'on est intolérant aux glucides, parce qu'on a les intestins en vrac, parce qu'on a ci et ça. On fait une diète cétogène parce qu'on voudrait placer son corps dans l'état de cétose, et surtout céto-adaptation, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font sans surveiller que leur céto-adaptation se passe bien, et du coup ils font du mal à leur métabolisme. Et ça impère la perte de poids, mais aussi le mode de vie cétogène, parce que ça vous empêche d'avoir de l'énergie, ça fatigue vos glandes surrénales, ça peut fatiguer votre thyroïde, ça peut fatiguer plein de systèmes dans le corps, et on ne le voit pas tout de suite parce que souvent on est obnubilé soit par ses objectifs, soit par le fait qu'on est en train de perdre du poids et que c'est super, et ce n'est qu'après qu'on se rend compte que on a vraiment généré des dégâts. Et on n'a pas beaucoup d'outils pour comprendre ce qui se passe. Le lecteur de glycémie est un outil imparfait, mais il en est un quand même. Et enfin voilà, c'est ce qu'ils ont appelé les pauses motivation. Donc c'est des espèces de double pages avec une jolie photo et puis des petites phrases développement personnel. Bon, moi je suis pas très cliente de ça, mais ça peut être utile à certains, ça coupe un petit peu le rythme de lecture, ça fait des pages un petit peu plus reposantes, voilà. On arrive ensuite au chapitre qui s'appelle les macros. Donc là, c'est une partie qui est assez bien faite, qui est divisée évidemment en lipides, protéines, glucides, avec les explications à chaque fois. C'est assez bien expliqué, comme je l'ai dit, Ulrich et Nelly, c'est quand même des gens qui expliquent bien. Alors par contre, à l'intérieur de ces explications, quelque chose qui m'a vraiment gênée, c'est une espèce de simplification, de sursimplification vraiment très réductrice, où on en arrive à dire, si vous ne perdez pas de poids, c'est que vous mangez trop de lipides. Si vous cherchez à perdre du poids et que vous n'en perdez pas, c'est qu'il y a trop de lipides dans votre assiette. Je pense que dans le fond, on est d'accord. En fait, on ne s'entend pas sur qu'est-ce qu'on met derrière lipides. Parce que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand les gens mangent trop de lipides, ce n'est pas parce qu'ils se bourrent de beurre et d'huile. Ils n'y arrivent pas. La plupart des gens n'y arrivent pas, au point que je vous prépare une vidéo sur comment faire quand on n'arrive pas à digérer ces matières grasses. Quand les gens mangent trop de lipides, c'est parce qu'ils mangent trop de noix et de fromage. Ils se bourrent de noix et de fromage, et là,
ils n'arrivent pas à perdre de poids. Et en plus de ça, ce que je trouve complètement démentiel, c'est que, vous allez le voir dans la partie recettes, les recettes sont bourrées de fromage. Donc on vous dit si vous ne perdez pas de poids, c'est parce que vous mangez trop de lipides. Non, c'est parce que vous mangez trop de fromage, qui en plus est inflammatoire, et que vous mangez trop de noix, qui aussi sont inflammatoires. Excusez-moi de répéter à l'infini, mais le principal écueil des gens qui arrivent en coaching avec une très mauvaise adaptation, un métabolisme ralenti, fatigué ou bloqué, c'est des gens qui sont restés trop longtemps, plusieurs mois, des fois presque un an ou plus, avec des matières grasses ajoutées en dessous de 100, parfois pire, parfois en dessous de 50. Donc quand ils disent si vous cherchez à perdre du poids et que vous n'en perdez pas, c'est que vous avez trop de lipides, je pense qu'ils veulent dire, et j'espère qu'ils veulent dire, trop de fromage, trop de noix. Et il m'est arrivé vraiment souvent de réenclencher la perte de poids des gens en ajoutant les matières grasses qu'il fallait et en réduisant les choses inflammatoires. Donc on enlève les fromages, on enlève les noix, mais on remet plus de beurre, on remet plus de graisse animale et c'est comme ça qu'on arrive à relancer la machine. Vous avez des choses intéressantes dans la partie sur les protéines et notamment un truc, c'est un tableau avec le score DIAS des protéines, c'est-à-dire ça va vous classer les protéines et vous dire à quel point elles sont absorbables. Vous avez un tableau qui vous les classe et qui vous montre de manière scientifique que ce n'est pas la même chose de consommer des œufs, de la viande de bœuf que de consommer de la protéine de pois. Et comme par hasard, la délimitation entre les vertes, donc avec un score d'absorbabilité supérieur à 1 et les rouges inférieurs à 1, le décrochage se fait dès qu'on passe aux protéines végétales. Donc tout ce qui est farine de soja, protéines de soja, d'avoine, pois, riz, haricots, tofu, lentilles, tout ce que vous voulez, tout ça a un très mauvais score d'absorption comparé à ce qui est animal. Et ça, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que c'est plus parlant que de dire juste aux gens ah bah les protéines végétales ça s'absorbe pas très bien. La partie sur les lipides, je l'ai trouvée plutôt bien faite avec des bonnes explications, une bonne façon de faire la distinction. La partie sur les glucides est bien faite aussi. Il y a aussi une bonne partie sur les édulcorants, elle est assez intéressante. Après, toujours dans la partie sur les glucides, il y a encore des distinctions sur combien on peut manger du glucide en fonction de son mode de vie. Bon, si vous voulez, je suis pas d'accord avec le concept fumeux qui voudrait qu'il y ait tout un tas de variations compliquées de diète cétogène en fonction de chaque cas. Il n'y a pas 36 diètes cétogènes. Il y en a une, c'est celle du bon sens et celle qui est nécessitée par le métabolisme pour passer en cétose et s'adapter. Et si vous voulez, c'est un peu ce qu'ils disent. Ils parlent souvent, Ulrich et Nelly, d'arbitrage. De vous dire, bah en fait, voilà, nous on vous explique comment ça marche, mais c'est à vous d'arbitrer derrière. Et c'est à vous d'ajuster en fonction d'eux. Mais moi je suis d'accord avec ça, mais en fait, si vous n'avez pas de lecteur de glycémie pour vérifier, comment vous faites votre arbitrage? Comme ça, enfin, tout le monde n'est pas au clair avec ses sensations. Vous allez faire comment? Vous allez mesurer à la perte de poids? La perte de poids n'est pas un marqueur d'adaptation. Ils ont peut-être pas voulu rentrer dans les détails des lecteurs de glycémie parce que c'était peut-être trop compliqué, mais pour pouvoir appliquer ce qu'ils disent, en vérité, il en faut un. Et je voulais finir par quelque chose qui m'a énormément plu dans cette partie et je voulais vraiment tirer mon chapeau à Ulrich et Nelly d'avoir dit les choses aussi clairement et sans démagogie. Il y a une partie sur l'alcool où en fait ils sont très fermes sur la question et où ils finissent en vous disant la quantité idéale d'alcool c'est 0. Et ça j'ai trouvé que c'était génial parce que c'est pas consensuel, personne n'a envie d'entendre ça, surtout en France avec la culture qu'on a. Donc c'est courageux de le dire, c'est courageux de dire aux gens des choses qu'ils n'ont pas envie d'entendre. La quantité idéale d'alcool c'est 0. Et enfin dans le troisième volet de la partie explication, vous avez une partie qui s'appelle 3, 2, 1 repas par jour, c'est à vous de décider. Et là je suis un petit peu gênée parce que on a passé toute la première et la deuxième partie à m'expliquer que je ne vais pas faire de restriction, que je ne vais pas faire de régime hypocalorique, que je vais faire attention à ma nutrition, à mes micronutriments. Et là on me dit qu'en fait je vais pouvoir si je veux manger un repas par jour. On vous dit nous on côtoie plein de gens qui sont en diète cétogène depuis très longtemps et puis en fait ils mangent que 1 ou 2 repas par jour et tout va très bien pour eux. Et donc en fait ça laisse sous-entendre que c'est une bonne chose à faire pour vous, que vous aussi vous devriez pas avoir faim, etc. Et je pense que c'est vraiment un problème parce qu'on vient de nous dire de faire attention au métabolisme. Il n'y a pas besoin d'encourager les gens encore plus à jeûner, ils le font déjà tout le temps parce qu'ils ont peur de grossir. Moi je connais plein de gens qui sont même pas en diète cétogène, qui sont en diète occidentale, dès qu'ils ont l'impression qu'ils ont trop de poids, bah, ils se mettent à jeûner complètement pendant un jour, des fois 2 ou des fois 3, des fois plus, parce que c'est la seule façon qu'ils ont de perdre du poids. Et quand je parle sur ma chaîne du fait que les gens font du jeûne intermittent et qu'ils mangent de moins en moins, il y a des fois des personnes qui témoignent en disant mais moi j'aimerais bien remanger, mais quand je remange je regrossis, je reprends 2-3 kilos. C'est quand même bien qu'il y a un problème. Si le jeûne intermittent vous ralentit le métabolisme au point que quand vous mangez 3 repas vous regrossissez, il y a un problème. Tirez la sonnette d'alarme. Bon.
On nous dit quand même que c'est mieux d'éviter de jeûner le matin, je suis entièrement d'accord, et que c'est mieux d'avoir fini son dernier repas 4 heures avant de se coucher, je suis d'accord aussi, et que c'est mieux d'attendre d'être céto-adapté pour commencer à jeûner, sinon on va détruire de la masse maigre. Le problème c'est que comme eux ils vous disent qu'en 2 semaines vous êtes céto-adapté, ben on commence beaucoup trop vite. Ça c'est un écueil qu'on trouve dans absolument tous les livres, et c'est un écueil qu'on trouve de la part des gens qui en fait ne font pas beaucoup de coaching, c'est des gens qui font des formations à distance, ils laissent les gens se débrouiller, mais si vous êtes avec les gens derrière eux pendant un mois pour regarder ce qui se passe, vous savez très bien qu'on ne se s'auto-adapte pas en 2 semaines. Ce chapitre se termine par une partie qui s'appelle 5 choses à savoir sur la perte de poids. Et donc dans les conditions à réunir pour arriver à ça, on vous explique qu'il va falloir avoir une glycémie basse. Alors je vous demande s'il vous plaît de m'expliquer comment on fait pour savoir si on a une glycémie basse quand on n'a pas de lecteur de glycémie. Ce n'est pas parce que vous arrêtez de manger des glucides, croyez-moi, que votre glycémie est basse. J'en suis la preuve, je sors d'une période horrible où je ne pouvais plus du tout réguler ma glycémie et je ne mangeais pas 1 gramme de glucides. Et j'avais une glycémie de personne qui fait de la résistance à l'insuline. Ce n'est pas la seule chose qui m'a fâchée dans cette partie. Cette partie comporte un tableau qui est complètement aberrant. C'est un tableau où on vous explique ce que vous pouvez manger si vous êtes en phase d'adaptation ou mode de vie cétogène, et ce que vous devez retirer ou limiter fortement si vous êtes en perte de poids. Et là je vous apprends messieurs mesdames que si vous êtes en perte de poids, vous devez limiter l'avocat, vous devez limiter le bacon, vous devez limiter le beurre, vous devez limiter les lardons et vous devez limiter les olives. Alors il n'y a pas que des trucs débiles dans ce tableau parce qu'on vous dit aussi qu'il faut limiter les fromages, les desserts cétogènes, les noix de mémoire. Par contre, je vous annonce que vous avez droit au pain céto et qu'on vous renvoie à la recette, page je sais pas combien, pour faire le pain céto. Alors je vais vous le dire, j'ai hâte. Parce que donc il faudrait limiter le beurre, les avocats, les olives, mais par contre on peut se bourrer de pain céto si on veut. Alors je me rappelle plus ce qu'il y a dans la recette, mais franchement, je vous mets mon billet qu'en fait le premier ingrédient c'est farine d'amande. Qu'on limite le fromage, les noix, les desserts pour perdre du poids, ça me semble une évidence. Mais qu'on limite le beurre, qui est une de vos principales sources d'énergie en diète cétogène, qu'on limite les viandes grasses comme le bacon, les lardons, les olives, les avocats qui sont votre source de potassium, qui, excusez-moi, mais en fait si vous enlevez tout ça, on se retrouve à manger de la viande, du poisson, des légumes cuits vapeur avec un filet d'huile d'olive. Est-ce que ça vous ferait pas penser à quelque chose ça? Donc non, je suis désolée, jusqu'à présent j'ai nuancé mon propos, là je vais pas le nuancer, ce tableau c'est n'importe quoi. Comme d'habitude, chez Ulrich et Nelly, c'était déjà le cas dans leur premier livre, mais c'est encore plus le cas maintenant, il y a de très bonnes explications. C'est des gens qui expliquent très bien, qui ont compris une bonne partie des concepts, qui arrivent bien à les démocratiser, qui arrivent bien à les rendre simples, accessibles, qui connaissent bien les objections qu'on fait d'habitude à la diète cétogène et qui savent y répondre. Ils ont des références au niveau des études, ils savent répondre pertinemment à chaque chose, et voilà, l'un dans l'autre, ils expliquent très bien. Là où je suis moins d'accord avec eux, c'est clairement sur la mise en pratique. C'est toujours là-dessus qu'on n'est pas d'accord, et c'était le cas aussi dans leur premier livre. Donc la deuxième partie est une partie extrêmement pratico-pratique, où on va vous parler de ce qu'il y a dans la cuisine, dans le placard, dans le frigo, et enfin où on vous donne les fameux menus sur 4 semaines. Alors, si vous êtes quelqu'un qui, comme moi, qui est très mauvais en cuisine, vous allez apprendre énormément de choses, parce qu'il y a énormément de conseils pratico-pratiques de cuisine. Je n'ai jamais lu nulle part parce que je ne lis pas de livre de cuisine, mais des choses sur les poêles, des choses sur le four, des choses sur l'adaptation des poêles, des moules, des portions, enfin c'est extrêmement riche. Extrêmement riche, on comprend pourquoi le livre est gros, parce que y a vraiment des choses très détaillées. On vous donne tous les outils qu'il faut pour aller cuisiner les recettes de la faim et même d'autres. Dans toute cette partie, à chaque fois qu'on va vous parler d'un aliment, qu'on va vous parler de fruits, qu'on va vous parler de légumes, qu'on va vous parler de glucides, qu'on va vous parler de sucrants, qu'on va vous parler de viande, de poisson, de fruits de mer, à chaque fois, vous avez de grands tableaux qui sont très bien faits, qui sont très pratiques, où tout est répertorié par ordre alphabétique sans quasiment rien oublier, et avec les quantités de glucides, de protéines, de lipides qui sont indexés sur la table SICAL. Donc je pense que là-dessus vous avez de très bons outils. Ça vous évite d'aller chercher, rechercher à chaque fois sur votre téléphone, sur internet et machin, sur des sources qui se démultiplient. Là vous avez tout. Et franchement c'est pratique. Et vous avez la partie dans ma cuisine, on va parler surtout de comment vous allez cuisiner, des ustensiles qu'il vous faut, etc. Vous avez la partie dans les placards, où on commence par vous parler de l'incontournable farine d'amande. Alors vous avez une double page
Et à mon grand dame, pas un mot sur l'acide phytique, mais enfin, ils peuvent pas faire de cette farine la farine reine et la mettre dans toutes leurs recettes et puis vous dire en même temps que c'est inflammatoire et que ça vous ruine les intestins. Donc on vous parle de toutes les farines en détail, amandes, noisettes, lupin, arachides, et vous avez même la farine de criquet je crois. On va nous parler aussi des texturants. Là je vous avoue que j'étais pas en kiff total parce que dans les texturants on vous cite le psyllium, la farine de pois, la whey, et clou du spectacle, le gluten pur. On nous parle aussi de la gomme de goire et de la gomme de xanthane en nous disant que c'est pas terriblos pour les intestins. Et je suis un petit peu restée sur ma faim parce que en fait j'aurais été très intéressée de savoir le pourquoi du comment. Nelly, Ulrich, vous passez par là. Une partie intéressante sur les sucrants. On vous mentionne la longue liste des sucres d'alcool qu'il va falloir foutre à la poubelle. D'ailleurs ça m'a fait rire parce qu'ils ont mis 2 fois maltitol. Je me suis dit celui-là, ils doivent vraiment pas l'aimer, donc ils se sont un petit peu vénères, ils se sont dit tiens, on va le mettre 2 fois. C'était bien de rappeler que tous ces trucs-là, il faut pas y toucher, et donc ils vous conseillent de vous rabattre sur la stevia, le mélange stevia-érythritol, qui va être moins agressif pour l'intestin parce qu'il y aura moins d'érythritol et que l'érythritol agira comme un agent de charge sur la stevia. Ils vous énoncent un petit peu les méfaits de l'érythritol et donc le pourquoi ils préfèrent le Purvia, le mix stevia-érythritol. On vous parle aussi de l'allulose, de l'inuline et du fruit du moine. C'est une partie qui est assez claire et assez bien expliquée, on sait ce qu'on peut prendre et pas prendre. Je pense que c'est quand même toujours important de rappeler que la nourriture, les aliments, c'est pas que de l'énergie, c'est aussi de l'information. Et quand vous envoyez à votre cerveau l'information que vous mangez des choses sucrées, et ben en fait vous lui donnez l'information que c'est potentiellement l'été, que c'est l'occasion de produire plus d'insuline, que c'est l'occasion de stocker un petit peu plus de gras pour passer l'hiver. Donc oubliez jamais que même si un sucrant à 0 glucides, à 0 calories, il n'est pas anodin, c'est des choses qui se répercutent au niveau hormonal. Toujours dans la partie placard, vous avez une partie noix et graines qu'on a sous-titré les bons gras. Alors là je suis quand même étonnée parce que dans la partie sur les lipides on nous a bien expliqué que certaines huiles provenant des noix et des graines étaient très, voire trop riches en graisses polyinsaturées. Donc là je comprends pas pourquoi elles sont devenues des bons gras. Les noix et les graines ne sont pas du tout de bons gras, ce sont majoritairement des polyinsaturés dont votre métabolisme ne sait absolument que faire, qui sont instables, qui sont inflammatoires, que le corps a du mal à métaboliser. Ce ne sont pas des bons gras, et en plus, encore une fois je le répète, ils sont bourrés d'acides phytiques qui sont inflammatoires. Donc, alors ça on peut en manger, mais par contre il faut restreindre le beurre et le bacon. Un petit passage nous apparaît un petit peu comme ça au milieu de nulle part sur pourquoi c'est intéressant de les faire tremper. Donc on vous explique pourquoi et comment vous allez pouvoir faire tremper les amandes et on vous dit que ça va être intéressant pour faire partir l'acide phytique, sauf que on nous en a parlé nulle part avant. On ne sait pas ce que c'est, ça arrive comme ça d'un coup, alors que ça n'a jamais été mentionné, donc je pense que c'est dommage et que ça nuit un petit peu à l'efficacité de l'argument. Par contre, on vous explique très bien comment vous pouvez faire le trempage. C'est la première fois que je vois de petites explications comme ça insérées, c'est très bien. Pour les fruits, pour les légumes, vous avez les fameux tableaux dont je vous ai parlé. Voilà, je ne vous les avais pas montrés, mais ils sont comme ça. Vous avez des zones très intéressantes sur chaque légume, sur comment vous pouvez le cuisiner. Il y a vraiment des types de cuisine un petit peu tout le temps et des idées et des trucs. Enfin, c'est à la fois créatif, précis et technique. Vraiment, pour les gens qui n'ont pas l'habitude de cuisiner, c'est très riche. Petit bémol quand même, c'est une espèce de petit encart un petit peu condescendant, disant voilà, nous on est vraiment choqués de voir des gens manger des konjac, c'est des calories vides, ça n'apporte rien, les gens sont carencés et se restreignent. Déjà je vois pas pourquoi ça serait totalement ok de consommer des choses comme des noix dont les nutriments ne sont pas absorbables, qui provoquent de l'inflammation, mais par contre on se permet de diaboliser les konjac. Deuxièmement, je peux vous dire que quand vous travaillez avec des gens qui ont de la porosité intestinale ou de l'intolérance à l'histamine et qui réagissent à tout plein de légumes, ils sont bien contents de temps en temps d'avoir une portion de konjac à manger. Évidemment, c'est pas un truc où il faut s'en nourrir tous les jours, mais je comprends vraiment pas pourquoi s'acharner contre un truc qui est plutôt quelque chose d'inoffensif et par contre banaliser la consommation du fromage et la consommation des noix quand on sait ce que ça donne sur l'intestin. Je vais pas rentrer dans le détail de tout, vous avez une partie sur les viandes, une partie sur les poissons, une partie sur les fruits de mer, à chaque fois vous avez des tableaux, donc vous pouvez comparer les protéines, le gras, les trucs, c'est très très bien fait, c'est très bien mis en détail. Il y a juste une partie où ça commence à délirer totalement, c'est la partie sur les protéines végétales. Alors au début vous avez les protéines végétales classiques, hein, protéines de soja, protéines de pois, etc. Donc
c'est des sources de protéines végétales, on en pense ce qu'on en pense, mais bon voilà, et puis d'un coup le tableau se met à partir complètement en couille, on voit arriver du yaourt, coco Greek style, ou, enfin je veux dire, je l'achète à l'éclair, je le connais, il y a 3 grammes de protéines au 100 grammes, vous n'allez pas me dire que ça c'est une source de protéines, non, il y a des protéines dedans comme ça au passage, mais premièrement elles sont pas très bien absorbables, on le sait puisqu'on a vu leur tableau, et deuxièmement il y en a quasiment pas, donc c'est pas vraiment une source de protéines. Et puis après vous voyez arriver toute une liste de fromage, enfin de fromage vegan, de remplacement de viande vegan, c'est tous au de la protéine. C'est des profils d'acides aminés qui sont absolument pas absorbables, c'est des trucs qui sont inflammatoires, enfin Et puis excusez-moi, mais le fromage vegan, en diète cétogène, ça n'a aucun sens. Les remplacements de saucisses vegan, chorizo vegan, fromage vegan, ça n'a aucun sens en diète cétogène, ça n'a plus aucun sens. En fait, c'est dans ces moments-là qu'on voit qu'on a pris le concept du régime cétogène avec tout ce qu'il avait de sens pour le métabolisme, on l'a vidé de son sens, on en a gardé que la coquille, c'est-à-dire les macros, et on l'applique à tout et n'importe quoi, et ça n'a plus de sens. Et c'est comme ça que les diètes cétogènes vont disparaître et mourir, parce que tout le monde en rira. Et enfin, une partie sur laquelle je voulais m'attarder, une partie sur les produits laitiers. Donc il commence en nous disant, voilà, on sait très bien qu'il y a plusieurs écoles, on sait très bien qu'il y en a qui disent que ça empêche la perte de poids, mais Ulrich, lui, il a perdu 33 kilos en se bourrant de produits laitiers au lait de vache cru. Alors, la première des choses, et c'est vraiment un truc que j'aimerais qu'on arrête de faire dans cette société, c'est tout mesurer à l'aune de la perte de poids. Ce n'est pas parce qu'on perd du poids qu'on fait bien quelque chose. Et deuxièmement, ce n'est pas parce que Ulrich a perdu 33 kilos que ça fait office d'argument d'autorité. Ça n'est pas un argument d'autorité. Alors ensuite, ils enchaînent sur des explications qui sont plutôt bonnes et intéressantes sur les types de caséine. Donc ils expliquent la différence entre la caséine A1 et la caséine A2, et ils expliquent que si vous prenez de la caséine A2 et que vous choisissez des fromages qui sont au lait cru issus de vaches jersiaises ou de guernesey pour avoir de la caséine A2, en gros vous êtes safe. Sauf que, excusez-moi, mais aujourd'hui, la majorité des produits laitiers que l'on consomme ne sont pas au lait cru, ne sont pas issus de vaches jersiaises avec de la caséine de type A2. Alors, ils vous parlent de la marque Gabori, et c'est vrai, mais Gabori, ils font quoi? Ils font en gros du beurre, de la crème, du lait frais, je crois. Il y a peut-être 2 ou 3 petits trucs, mais ils font pas toute la gamme des produits laitiers. Et qui a accès aux produits Gabori aujourd'hui, sachant qu'ils sont que dans certains magasins bio, qui sont relativement chers et souvent en rupture? Qui a accès à ça? Ça veut dire que les gens vont retenir le concept que les produits laitiers c'est ok, parce qu'en plus Ulrich il a perdu 33 kilos, mais eux ils vont pas avoir la capacité de se procurer ces produits laitiers là. Donc la plupart des gens en fait vont juste finir en se bourrant de produits laitiers. Et je trouve que c'est un peu de la démagogie parce qu'ils le savent bien. Et d'ailleurs dans la partie recette, vous avez à un moment une photo de sachets de mozzarella râpé de marque Casino avec un texturant ajouté. Vous n'allez pas me faire croire que ça c'est de la caséine A2. Hein. En plus dans les recettes on trouve beaucoup du cottage cheese, de la mozzarella, du skyr. Ces produits là ils sont pas forcément faits à partir de lait cru. Si vous voulez trouver du cottage cheese ou du skyr à base de lait cru de vache jersiaise, vous n'êtes pas près de les faire les recettes. Hein. Alors la punchline de cette partie c'est tous les fromages sont permis. Bon, je vais pas recommencer à dire ce que j'ai déjà dit. Hein. Si c'est pour faire une fête spéciale inflammation, allons-y. Pour clore cette deuxième partie pratique, vous avez les menus. Donc vous avez 4 semaines de menus qui utilisent les recettes qui sont fournies dans la troisième partie. Ce que je dois dire de positif sur cette partie menu, c'est qu'il y a eu un énorme travail sur le meal prep. C'est-à-dire qu'on vous dit exactement et pas à quel moment vous faites la préparation pour tel jour, pour tel truc. Là, vous allez préparer cette recette, ça va vous faire 2 repas. Là, vous faites cuire les champignons pour le truc de ce soir. Franchement, là, il y a un travail de titan sur le meal prep. Je leur tire mon chapeau, je suis pas capable d'un centième de ça. Et bravo, il n'y a pas des desserts tout le temps. Enfin, globalement, je crois qu'on voit apparaître un dessert le dimanche midi et c'est tout. La façon dont ils composent les menus et les repas, j'ai pas envie de vous en parler parce que je sais que c'est un truc qui fait acheter les gens. Enfin, c'est aussi quelque chose qu'ils vont aller chercher dans le livre, donc je vais pas vous spoiler en vous disant comment ils ont fait les menus. Et enfin, on va passer à la partie recette qui est la plus grosse partie du livre. Les recettes sont divisées en catégories et la première catégorie des recettes c'est les essentiels. Et donc dans les essentiels de la diète cétogène, la recette liminaire, la recette inaugurale, c'est la pâte brisée. Bon.
Donc dans cette partie-là, vous allez avoir voilà, beaucoup de préparation de pâtes, leur pâte à tout faire à la mozza, la pâte brisée, la pâte feuilletée. Après vous avez une partie plus intéressante où il y a des sauces, des vinaigrettes, plein de sortes de mayonnaise. Vous avez aussi des préparations sucrées, de chantilly, de crème, tout ça. Et puis voilà, un point positif pour ceux qui veulent faire les trucs, c'est qu'ils ont pris la peine de mettre énormément de photos pour expliquer. Pour faire la pâte, je sais plus si c'est la feuilletée ou la brisée, mais regardez quoi, vous avez 2 doubles pages d'explications, ça et ça. Ensuite vous avez une partie petit déjeuner goûter, où là bon bah, c'est clairement la partie des bandades, hein. Je pense qu'on aurait dû l'appeler la partie diète occidentale. C'est gâteau, muffins, gaufres, pancakes, biscuits croissants, biscuits petit beurre, biscuits sablés, calistreni, chinois, granola, crêpes, pancakes, enfin. Et là en fait on se rend compte que dans chacune de ces recettes, le premier ingrédient c'est farine d'amande, poudre d'amande, purée de noisettes, purée d'amande, enfin c'est tout le temps ça, en fait c'est la base de la cuisine, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on vous dit pas que c'est un problème. Ensuite vous avez une rubrique un petit peu plus intéressante sur les entrées, où il y avait des choses qui m'ont vraiment donné envie, des soupes, la fameuse soupe du Bari qui a l'air incroyable, des bouchées à l'œuf, des champignons à la grecque, des courgettes farcies, enfin il y a pas mal d'idées, ça peut être sympa surtout quand vous voulez faire un petit truc un petit peu fancy. Des recettes de rillettes de la mer, vous avez différentes propositions de salades, enfin voilà, il y a pas mal de choses. Ensuite vous avez une partie plat, sur un compte d'à peu près 25 recettes. Je crois que c'est un peu plus. Il y en a que 9 où il n'y a pas de fromage ou de noix. Dans les points positifs, on peut dire qu'il y a vraiment beaucoup de choses très diversifiées. Vous avez des gratins, des hachis, de la pizza, de la blanquette, du cordon bleu, enfin il y a vraiment plein de choses. Il y a des trucs un petit peu plus simples, hein. Il y a des cuissons de viande et des cuissons de poulet, mais sinon c'est quand même des recettes assez élaborées, assez complexes. Dans celle que j'ai noté qu'il n'y avait pas de fromage, il y avait de la courgette farcie, un couscous, cuisse de canard confit, tagine, cuisse de dinde, paupiette et un risotto crémeux rose au poulet que je ferai peut-être. Après vous avez une autre partie encore protéines et accompagnement. Ensuite vous avez une rubrique mes pains, vous avez 2 recettes de pain. Dans cette rubrique vous avez toutes les recettes qui prennent comme support ce fameux pain. Donc des bruschettas, des tartines, des trucs comme ça. Et la dernière rubrique, c'est la rubrique en fait des gâteaux de fête. Donc ça, c'est les gâteaux un peu fancy que vous allez faire pour les occasions. Donc je sais plus, il y avait un cheesecake, un bavarois, il y avait une tarte au chocolat, des bouchées au chocolat que j'ai très envie de faire, du massepain, un gâteau basque. Voilà. Mais moi, si vous voulez, je serais plus de l'école de ceux qui ne mangent pas toutes les conneries au quotidien, mais par contre, de temps en temps, je me fais plutôt le gâteau de fête, où il y aura des aliments grais, des trucs un petit peu... voilà. Pour conclure sur cette longue critique, je trouve que ce livre est bien meilleur que le premier, le grand livre de l'alimentation cétogène. Il y a eu du plus, hein, je veux dire, il y a eu vraiment du plus sur les explications. Là, on est rentré dans le détail, c'est mieux fait, c'est plus poussé, c'est plus argumenté, c'est plus organisé, c'est plus didactique. Bon, même si moi je suis pas d'accord avec tout, il n'y a pas à dire, c'est quand même bien fait et ils ont pris le temps. On est très accompagné dans la partie mise en pratique et on a des outils pratico-pratiques pour y arriver, que ce soit en cuisine ou que ce soit pour les macros ou que ce soit pour la connaissance sur les trucs. Mais par contre, comme dans l'autre, c'est quand même en fait une grosse dominante de recettes avec du fromage, avec du purvia. Il y a de la farine d'amande partout, il y a du fromage partout. Si vous suivez et que vous utilisez beaucoup des recettes de ce livre, vous allez beaucoup de fois des choses très inflammatoires. Maintenant, je pense qu'en globalité, c'est quand même un livre qui a des qualités et où il y a des bonnes choses à prendre à l'intérieur, mais comme pour tous les livres, il y a à en prendre et à en laisser. N'oubliez pas que si vous aimez cette rubrique aussi, vous voulez me proposer un livre, vous pouvez me l'envoyer, ou vous pouvez me le proposer, ou vous pouvez voter dans le sondage en bas de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé, et à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose. Thank you.